Bonjour, je m'appelle Olivia Venet, je suis avocate et présidente de la Ligue des droits humains. Et voici une petite vidéo pour mieux expliquer la décision qui a été rendue par le tribunal de Bruxelles le 31 mars dernier concernant les mesures Covid. Le premier article de presse qui est sorti n'a pas dit les choses exactement comme elles étaient, c'est-à-dire que la presse, et c'était un article du soir qui est sorti très rapidement, même pas une heure après qu'on ait obtenu la décision, a déclaré que l'État belge était condamné à lever les mesures dans un délai de 30 jours suite à une action introduite par la Ligue des droits humains. C'est pas exact, c'est pas cela qu'a dit le tribunal. Et donc on va essayer de mettre les choses au clair et d'expliquer tout ça un petit peu mieux. Avant de venir à ça, je voudrais d'abord mettre le contexte parce qu'on est en train de vivre une crise sanitaire sans précédent. Notre pays est frappé par une pandémie. C'est une situation très difficile pour les hôpitaux et pour les services hospitaliers et il va de soi et il est évident que le droit à la vie et le droit à la santé de tous les citoyens doivent être protégés. Ce sont des droits fondamentaux, ce sont des droits que l'État a l'obligation de protéger et l'État doit prendre toutes les mesures utiles pour garantir que tous aient accès aux soins de santé de manière la plus large possible. Ce n'est pas du tout une action qui remet en cause les mesures sanitaires. Ces mesures sanitaires, elles sont utiles, elles sont nécessaires pour protéger le droit à la vie et le droit à la santé de tous les citoyens. Ce qui est par contre évident, c'est que ces mesures, elles portent atteinte à nos autres libertés. La liberté de nous associer, la liberté de manifester, la liberté d'avoir un commerce, d'ouvrir un restaurant, d'aller dans la rue, de nous promener, de voir ceux qu'on aime. Toutes ces libertés-là, elles sont manifestement atteintes par les mesures qui sont prises contre le coronavirus. Et donc, quand il y a atteinte à nos libertés fondamentales, eh bien, il faut qu'il y ait un débat au Parlement, il faut qu'il y ait un débat public, il faut que ceux qu'on a élus pour nous représenter et qui sont aujourd'hui les députés au Parlement puissent en discuter de manière transparente. Et c'est ça le cadre de cette action. Alors il faut distinguer plusieurs phases dans la crise sanitaire au niveau légal. Au début, on a eu une loi de pouvoirs spéciaux qui a autorisé le gouvernement à agir et à adopter des mesures sanitaires par arrêté royal. C'est ce qui s'est passé jusqu'au 30 juin. Après, on a eu une phase un peu de déconfinement où les choses se sont ouvertes. Et puis on est arrivé dans cette deuxième phase, ce deuxième confinement. Et les décisions, cette fois-là, ont été adoptées par arrêté ministériel. Donc c'est un arrêté qui est certes discuté par l'ensemble du gouvernement, mais qui est adopté par un seul ministre, en l'occurrence la ministre de l'Intérieur, et c'est donc elle qui prend la responsabilité de cette décision. Le fait que les décisions soient adoptées par arrêté ministériel, uniquement, on considère que c'est une dérive autoritaire. C'est trop de concentration des pouvoirs dans les mains d'une seule personne. Il ne faut pas que ce soit une seule personne qui décide, même si bien sûr c'est discuté au niveau du gouvernement, mais que tous les pouvoirs soient concentrés. Parce que là, quand il y a concentration des pouvoirs, eh bien, il y a risque pour nous qu'il y ait des décisions injustifiées, qu'il y ait des décisions arbitraires qui puissent être adoptées. Et on a constaté que toutes ces mesures étaient adoptées par des arrêtés ministériels qui étaient discutés de manière de moins en moins transparente et même publiées de manière de moins en moins transparente. Je veux dire et je veux ajouter que c'est depuis le mois d'octobre 2020 qu'on réclame, depuis ce deuxième confinement, qu'on réclame un débat au Parlement et un véritable débat public. Il faut savoir que lorsqu'il y a un débat au Parlement, et les parlementaires, c'est ceux qu'on a élus, c'est les gens pour qui on a voté. Le gouvernement, on n'a pas voté pour les gens qui sont au gouvernement. Les parlementaires, on a voté pour eux, on les a élus, on les a choisis pour nous représenter. C'est la seule assemblée qui a une vraie légitimité démocratique. Il faut qu'ils puissent discuter des atteintes à nos libertés. Et donc on demandait ça, nous, la Ligue, la Liga, mais bien sûr bien d'autres associations, mais aussi des académiques, des professeurs de droit, des associations d'avocats, réclamaient un véritable débat parlementaire pour garantir qu'on soit, nous, protégés contre des décisions arbitraires et qu'on puisse aussi comprendre la manière dont les décisions sont adoptées. Et là, je veux insister là-dessus, parce que même si on arrive à la même décision au bout du compte, c'est totalement différent si cette décision est adoptée par un arrêté ministériel et qu'on n'a pas vu comment le débat s'est passé, ou s'il y a un débat qui se fait de manière démocratique, de manière publique, et où on peut voir le débat se faire entre les parlementaires, notamment sur les rapports d'experts, sur les données qui sont données. C'est toute la différence entre une dictature, quelque part, et une démocratie. Et vous devez savoir que dans ces arrêtés ministériels, il y a tout un tas de choses extrêmement importantes qui ont été décidées.
Je pense bien sûr aux peines d'amende, 250, 700, 4000, des lourdes peines d'amende, des peines de prison potentiellement aussi, des possibilités de collecter des données de manière extrêmement large sur la population, des données sensibles puisque ce sont des données de santé, mais bien sûr aussi toutes les interdictions de contact, les fermetures des écoles, les fermetures des commerces, les fermetures des métiers de contact. Donc toutes ces décisions extrêmement importantes et extrêmement fondamentales étaient depuis le mois d'octobre adoptées uniquement par des arrêtés ministériels qui, à partir du mois de janvier, étaient publiés en catimini et en toute discrétion. Et ça, dans un État démocratique comme le nôtre, ça nous a heurtés et on a commencé à se poser des questions. On a vu que toutes les cartes blanches, les opinions, les lettres ouvertes qui étaient faites ne suffisaient pas. Donc on a donc dû se résoudre à introduire un recours en justice pour réclamer un débat démocratique suffisant. Alors ce qui est très clair, c'est que il faut que des mesures soient prises pour lutter contre le virus et pour garantir le droit à la vie, la protection du droit à la vie et du droit à la santé de tous et de toutes. Et nous, on n'est pas épidémiologistes, on n'est pas virologues, et donc on ne sait pas quelles sont les bonnes mesures qui doivent être prises. Mais ça doit faire l'objet d'un débat. Et il faut que les parlementaires puissent discuter de la proportionnalité, de l'efficacité des mesures, et puissent comparer sur la base d'informations qui leur seront données par les experts, pour décider quelles doivent être les bonnes mesures. Bien sûr qu'il y a des mesures qui doivent être prises dans l'urgence et qu'on ne peut pas débattre des semaines et des semaines, mais une fois que ces premières mesures sont adoptées dans l'urgence par le gouvernement, eh bien, il faut que le débat puisse venir sur la table du Parlement, qu'il puisse avoir accès aux experts, qu'il puisse voir quelles sont les décisions qui sont prises, comment elles sont prises. Je pense qu'aujourd'hui, le problème d'adhésion aux mesures, c'est aussi un problème, c'est qu'on ne comprend plus. On ne sait plus comment le gouvernement arrive à ces décisions-là et on ne comprend plus la portée des décisions non plus. Et donc avoir un débat démocratique, c'est garantir que les citoyens comprennent les mesures et donc puissent y adhérer et donc puissent les respecter. Et donc c'est favoriser le respect des mesures en tant que telles. Une chose sur laquelle je dois bien insister, c'est que ce recours n'a évidemment pas été introduit au nom de tous les Belges. Ça, c'est une erreur de la presse, c'est ce que l'article a dit, mais ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle on fait cette mise au point aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses erronées qui ont été écrites dans la presse et qu'on essaye de les expliquer clairement pour que tout puisse être transparent et que tout puisse être mis sur la table. Ce recours a été introduit au nom de la Ligue des droits humains et de la Liga Vomensenrechten, dont l'objet social est de défendre les droits et les libertés fondamentales. On a donc agi en justice pour défendre notre objet social, pour défendre les droits humains. Ce que dit cette décision, c'est que les arrêtés ministériels sont illégaux parce qu'il n'y a pas de loi qui les encadre et parce que ce sont des décisions qui portent atteinte aux droits et aux libertés. Le jugement le constate, le dit et laisse un délai à l'État belge pour réparer cette illégalité parce que les mesures sont importantes et le jugement le constate aussi. Il faut qu'il y ait des mesures sanitaires et donc on va laisser à l'État belge un délai pour réparer l'illégalité. Il y a plusieurs manières de réparer cette illégalité. Adopter un cadre légal, une loi pour encadrer ces mesures est une des manières. Il pourrait y en avoir d'autres. C'est au gouvernement de décider et de trouver la façon de réparer cette illégalité. Alors pourquoi est-ce que le jugement a prononcé ce qu'on appelle des astreintes, c'est-à-dire une somme d'argent que l'État doit payer par jour où il ne respecterait pas la décision? Mais c'est tout simplement, c'est quelque chose qui se fait dans beaucoup de décisions, pour garantir que la décision soit efficace. C'est-à-dire que si l'État ne la respecte pas, eh bien, il peut être condamné à payer une somme d'argent par jour de non-respect. Et on voit que dans ce cas-ci, pourquoi est-ce que le tribunal l'a fait? C'est qu'il y a un risque que l'État ne respecte pas la décision. Je trouve d'ailleurs que les dernières déclarations faites par les ministres, et notamment par le ministre de la Santé, qui se déclare pas impressionné par la décision, ne nous rassure pas. Dans un État comme le nôtre, dans une démocratie, le gouvernement n'a pas besoin d'être impressionné ou pas impressionné par une décision, il doit la respecter et c'est tout. Sa décision de justice s'impose à lui. Les mesures sont toujours d'application et il faut toujours les respecter, non seulement parce qu'elles sont d'application, mais aussi parce qu'elles ont du sens. C'est ensemble qu'on peut lutter contre la pandémie, qu'on peut lutter contre la propagation du virus. Alors il y a un débat un peu plus incertain concernant les amendes et les peines de prison, donc ce qu'on appelle les sanctions pénales, parce que si cette illégalité est confirmée par la Cour d'appel et ou par d'autres juridictions, eh bien il ne pourra pas y avoir de sanctions pénales. Mais aujourd'hui,
on ne peut pas encore garantir que les sanctions pénales ne seront pas appliquées. Le ministre de la Justice a déclaré qu'il continuerait à poursuivre pénalement. Je pense qu'il y a un vrai débat sur la validité de ces poursuites et ça pourrait être discuté devant l'une ou l'autre juridiction, mais la Ligue ne peut pas garantir que les sanctions pénales soient déclarées illégales par toutes les juridictions. Concrètement, aujourd'hui, si vous recevez une amende, vous pouvez vous faire conseiller par un avocat éventuellement ou demander à avoir plus d'informations, mais on ne peut pas vous garantir que cette amende soit effectivement déclarée illégale, même si c'est notre sentiment et si c'est la raison pour laquelle on a introduit cette action. Alors, il y a un avant-projet de loi pandémie qui a été déposé après qu'on ait introduit notre recours en justice et qu'on ait cité l'État. Je le note quand même parce que j'ai l'impression qu'il a vraiment fallu mettre la pression sur le gouvernement pour que ce projet de loi soit finalement déposé. On est assez critique à l'égard de cet avant-projet de loi avec tout un tas d'autres personnes, des académiques, mais aussi les ordres des avocats et d'autres personnes qui ont été entendues dans le cadre des auditions au Parlement. La Ligue a fait partie de ceux qui ont été entendus et on a déposé une note. Alors la première chose, c'est qu'on a été assez déçus de la lecture de cet avant-projet de constater que, à part des interdictions et des sanctions, il n'y avait pas vraiment d'autres propositions qui étaient mises sur la table par le gouvernement. Après un an de pandémie, on était un peu déçus parce que je pense qu'il aurait été possible de faire d'autres propositions pour lutter contre une pandémie que des interdictions et des confinements. Je pense bien entendu au renforcement des capacités hospitalières, ça prend du temps mais on a déjà perdu un an à ce niveau-là, mais aussi au renforcement des capacités de testing, de tracing, de vaccination, tout un tas d'outils qui peuvent être mis en place pour ralentir un processus pandémique. Je pense aussi à toutes les modalités de production des équipements de protection au niveau local et des renforcements des capacités à ce niveau-là. Il n'y a pas un mot de tout ça dans la loi pandémie, c'est bien sûr quelque chose qu'on regrette et j'espère que le gouvernement pourra nous faire d'autres propositions que des interdictions et des sanctions. En l'état, c'est un avant-projet qui a été soumis par le gouvernement et donc qui est proposé par le gouvernement au Parlement. Il va de soi que ça pouvait tout à fait être autrement et que le Parlement prenne lui-même l'initiative. En ce qui nous concerne à la Ligue, on aurait été plus favorable à une initiative du Parlement, mais on constate depuis de très nombreuses années déjà que très souvent les lois sont votées sur la base de propositions faites par le gouvernement, ce qui est, à notre sens, regrettable. Il vaudrait mieux que l'initiative vienne des parlementaires. Les autres critiques qu'on a par rapport à ce projet de loi, et on a développé ça dans une note, et il y a eu d'autres personnes qui ont été entendues, qui ont développé d'autres critiques, c'est qu'il n'y a pas assez de contrôle par le Parlement. Bien sûr, il y a une déclaration d'urgence pandémique qui peut être faite par le gouvernement, mais dès que possible, le Parlement doit être saisi, il doit pouvoir contrôler effectivement les décisions du gouvernement, c'est-à-dire voir les experts, voir les rapports scientifiques, faire des décisions, avoir accès à toutes les informations, il faut garantir le plus de transparence possible. Ce qu'on demande aussi, c'est moins de sanctions pénales. Tout est orienté autour de interdictions et sanctions pénales derrière, des peines d'amende, des peines de prison. Nous pensons qu'il faut garder les peines de prison et les peines d'amende pour les cas les plus graves, par exemple des cas qui sont intentionnels. Le fait d'avoir oublié son masque peut potentiellement faire l'objet d'une amende de 250 €, même si on a simplement oublié. J'estime que ça, c'est disproportionné, ça ne devrait pas faire l'objet d'une sanction. Et donc il faudrait qu'il y ait un critère d'intentionnalité, un critère organisé, un critère de gravité qui soit retenu. C'est des propositions qu'on a fait au Parlement lorsqu'on a été entendu. On demande aussi à ce que des situations particulières soient prises en considération. Il y a des personnes qui ont des vulnérabilités particulières et lorsqu'il y a des mesures qui sont appliquées de manière indiscriminée, les mêmes pour tout le monde, eh bien, ces personnes plus vulnérables, elles sont plus touchées que les autres. Il faut donc que des aides spécifiques et des mesures spécifiques soient adaptées à chaque situation. On pense aux personnes en situation de grande vulnérabilité, les familles en précarité, les familles monoparentales, les cas de violence conjugale, les personnes qui se trouvent en détention, mais aussi les personnes âgées dans les maisons de repos qui ont été particulièrement vulnérables lors de cette crise, les collectivités de façon générale, les jeunes dans les universités, sont tous des publics qu'il faut qu'ils soient pris en considération. Alors un mot pour la fin. D'abord, l'État belge a interjeté appel de cette décision. Ça veut dire qu'il a exercé un recours. Il a demandé à une juridiction supérieure, la Cour d'appel, de se pencher sur la question. Mais surtout, peut-être un mot sur la fin positive, parce que cette crise sanitaire, c'est aussi
celle qui a révélé l'importance des solidarités dans la société avec les soignants, la solidarité avec les vulnérables, la solidarité avec tous ceux qui ont travaillé et qui travaillent encore pour qu'on puisse traverser cette crise et continuer à être ensemble. Ça a aussi révélé à quel point il était important d'avoir des contacts sociaux, de nous entraider, d'être ensemble. Vous avez été très nombreux à nous interpeller, à nous poser beaucoup de questions suite à cette décision. On a essayé d'y répondre dans cette vidéo et de mettre les choses au clair et d'expliquer le mieux possible. En tout cas, ça nous rassure de voir que les citoyens sont inquiets et soucieux du respect de leurs droits. C'est très important dans une société démocratique et donc continuer à être vigilants, continuer à être impliqués. C'est comme ça qu'on continuera à vivre ensemble, librement, en démocratie.